14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il me dégoûte. Un démon réincarné, c'est pas possible. C'est le diable. C'est un manipulateur. Il s'est encore arrangé pour qu'il n'y ait pas assez de preuves contre lui. Et par rapport au nombre d'années, en plus, il sera encore jeune s'il sort. Ce genre d'individu ne doit jamais sortir. Bonjour. Il y a 5 ans, dans la nuit du 27 août 2017, disparaissait la petite Maëlys de Arrojo, 8 ans, lors d'une fête de mariage à Pont-de-Beauvoisin, une commune de l'Isère. Il ne va falloir que quelques jours pour identifier son ravisseur, le dénommé Nordal Lelandais, 34 ans. 6 mois supplémentaires pour que cet homme qui traîne son désœuvrement dans la région désigne l'endroit où il avait dissimulé le corps de la fillette. Investigation bouclée rapidement par les gendarmes, qui vont établir que Lelandais est bien le meurtrier de l'enfant, mais également celui d'un militaire, le caporal Arthur Noyer, lui aussi était porté disparu. Succès d'enquête donc, mais succès en trompe-l'œil, car malgré les interrogatoires, les comparutions lors de 2 procès d'assises, Nordal Lelandais va demeurer une énigme, esquivant les faits, distillant de fausses confidences et cherchant sans cesse des échappatoires. Qui se cache donc derrière ce personnage qui sera parvenu à dérouter psychiatres, enquêteurs et victimes? Pourquoi la lumière sur les crimes de Maëlys et du caporal Noyer n'est-elle jamais vraiment apparue? Réponse avec nos invités et témoins de cette histoire. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur le mystère Nordal Lelandais. 5 ans que l'ancien maître chien joue avec les doutes et les faux-semblants, laissant les familles de ses victimes dans un brouillard pervers. Son dernier procès pour le meurtre de Maëlys à l'hiver 2022 s'est lui aussi achevé sur un point d'interrogation. Vendredi 18 février 2022, après 7 heures de délibéré, les 9 jurés de la cour d'assises de l'Isère reprennent un à un leur place dans la salle du tribunal de Grenoble. Après plus de 15 jours d'audience où les magistrats, les avocats et les parents de la petite Maëlys ont essayé de comprendre le geste de son meurtrier, le silence est épais. La présidente Valérie Blin égrène les oui en série qui attestent de la culpabilité de Nordal Lelandais. Le verdict est conforme aux réquisitions de l'avocat général. Réclusion criminelle à perpétuité pour l'accusé. Peine assortie d'une période de sûreté incompressible de 22 ans. Nordal Lelandais, qui fête ce jour-là ses 39 ans, semble légèrement sonné. Il réalise qu'il ne pourra sortir de prison qu'après une éternité. Il parle à ses avocats. On le menotte. Au premier rang, les parents et la sœur de Maëlys ne regardent pas la silhouette qui disparaît furtivement entre 2 gendarmes. La silhouette de cet homme qui n'a cessé de les tourmenter. Ils se réconfortent, s'embrassent. La peine est lourde, il ne fera plus jamais de mal à personne, même si la souffrance est toujours là, indique le père de Maëlys. Jennifer Cléier-Marel, la mère de la petite fille, est soulagée. La peine prononcée, dit-elle, est à la hauteur de ce qu'elle attendait. Dans la matinée, l'accusé s'était une dernière fois adressé à la famille pour présenter des excuses qui, dit-il, ne seront jamais acceptées. Comme je vous l'ai dit, je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, avec sincérité. Ainsi s'achève le procès de Nordal Lelandais, le meurtrier de Maëlys, qui avait déjà écopé de 20 ans de détention pour avoir tué le caporal Arthur Noyer, ne fait pas appel de sa condamnation. Malgré la résolution de l'affaire et un verdict implacable, une sensation d'inachevé flotte sur la salle d'assises. Lelandais a reconnu son crime dès l'ouverture du procès, mais ne l'a jamais explicité, s'enfermant dans des silences qui contribuent à semer le doute. J'ai donné des coups à Maëlys, mais je n'avais aucune intention de lui donner la mort, assure-t-il. À sa propre mère, qui n'a cessé de le soutenir, et à son meilleur ami, qui l'exhorte de s'exprimer, Nordal Lelandais répond invariablement: pas maintenant, plus tard. Je parlerai plus tard. Il répète encore ce plus tard à la sœur aînée de Maëlys, Colline, 16 ans, qui lui tient tête et lui fait face. L'accusé reporte ainsi ses explications. À la fin de la 2e semaine d'audience, la présidente de la cour d'assises balaie cette réponse plus tard par un: c'est le moment maintenant. Vous devez vous exprimer. Mais Lelandais ne tient pas sa promesse. Il ne dira rien. À l'audience, son avocat, maître Jakubowicz, admet son impuissance face à un criminel qui a cadenassé sa mémoire. L'avocat finit par tutoyer son client, accusé d'avoir tué Maëlys, 8 ans, mais aussi
d'agression sexuelle sur 2 petites cousines âgées de 4 et 6 ans. Est-ce que tu reconnais l'intégralité des faits qui te sont reprochés ? Oui, répond le Landais. J'aimerais que tu le dises, poursuit maître Jakubowicz. Je reconnais l'intégralité des faits qui me sont reprochés, répète mot pour mot l'accusé, sans ajouter le moindre détail. Quelques jours plus tard, l'accusé rectifie même ses propos. Il revient à ce qu'il a toujours affirmé sans parvenir à convaincre qui que ce soit. « Maëlys, dit-il, est montée dans ma voiture pour aller voir mes chiens. Je ne l'ai pas enlevée volontairement. » C'est alors comme si le procès en était revenu à son point de départ, le point zéro des déclarations de Nordal Lelandais. Et ce point zéro qui va poursuivre Nordal Lelandais encore aujourd'hui, parce qu'on ne comprend pas pourquoi cet homme finalement n'a jamais parlé. Voilà donc pour le fil rouge de ce procès Maëlys, cette condamnation la plus sévère qui soit, le sentiment que la justice a touché le but, même si avec Nordal Lelandais, eh bien les choses, on le voit bien, sont bien plus compliquées que cela. Bonjour Anne Le Hénaff. Bonjour. Merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous dans le studio RTL de l'heure du crime. Vous êtes journaliste justement dans cette belle maison rouge, la maison RTL, et vous avez couvert ce procès. Vous travaillez au service police-justice de RTL. Alors racontez-nous, parce que nous n'y étions pas, nous, à ce procès. Vous y étiez, et sûrement assise au premier rang. On est dans une cour d'assises, il faut tenir compte de ce contexte. La cour d'assises, c'est un théâtre. Généralement, les gens se laissent aller, ils discutent, ils parlent. Là, c'est pas du tout le cas avec Nordal Lelandais. Quel est cet homme que vous avez en face de vous ? C'est compliqué de le savoir parce que c'est un peu un granit. C'est un homme qui arrive aux 2 procès d'ailleurs, parce que j'ai fait les 2. Il s'est comporté de la même façon à chaque fois. Noyer, Arthur Noyer et Maëlys. La mort d'Arthur Noyer et la mort de Maëlys. Il arrive dans la salle d'audience. On portait des masques encore à l'époque. Il est très bien habillé, il s'est rasé de près, il est apprêté. Il est très poli. Il a une façon de s'exprimer très calme, presque douce. Et c'est effrayant ce que vous dites, parce que vous dites une façon de s'exprimer presque douce et presque conciliante et presque bienveillante, on a ce sentiment-là, alors qu'on lui reproche des crimes épouvantables. Absolument, mais qui reconnaîtra qu'à demi-mot en disant tout le temps que c'est un accident, que c'est pas ce qu'il a voulu, que presque c'est pas de sa faute, tout ça sur un ton très très calme, et on le voit très rarement laisser transparaître des émotions. Ça s'est produit à quelques reprises, notamment face à ses amis, sinon c'est quand même... Ces émotions, vous les sentez sincères ou elles sont feintes ? C'est compliqué de le dire de là où je suis. Moi, je ne suis pas expert psychiatre, ni expert... Quand on lui voit monter des larmes, il y en a certaines où on se dit que là, il se force peut-être un peu. Et puis, face à ses proches qui lui disent... Sa mère, notamment. Sa mère et surtout ses amis qui lui disent « Mais parle, t'as tué une petite fille, t'as tué un jeune homme, t'as plus rien à perdre, dis-leur la vérité. » Il y a eu des moments où tout le monde pleurait dans ces salles d'assises, y compris les avocats. Lui, il pleure aussi. Là, on se dit, il y a peut-être un moment où il est quand même un peu humain. Il est en train de vaciller, c'est ça. Moi, j'ai senti une fois qu'il vacillait, peut-être que je me suis trompée, mais une seule fois, c'était au procès de la mort d'Arthur Noyer, face à son meilleur ami. Donc là, il était un petit peu sur le point peut-être d'en raconter un peu plus. En tout cas, tout le monde l'espérait. Tout le monde s'est dit, ça y est, c'est ce qu'on appelle le fameux frisson d'assises. Oui, c'est ça. On se dit, ça va basculer, il va parler, et il s'est refermé, et le lendemain, c'était le même homme, trentenaire, plutôt athlétique, chemise repassée. Alors, un bloc de granit, vous nous dites, Anne Le Hénaff. Bonjour, maître Fabien Rajon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes l'avocat de la famille de Maëlys. Vous étiez bien sûr au premier rang, vous aussi, de ce procès. Vous avez défendu cette famille qui était complètement désemparée face à ce drame. Vous êtes l'auteur du livre qui sort là en ce moment, livre qui s'appelle « Aux côtés des victimes » aux éditions de l'Archipel. Et évidemment, vous êtes aux côtés des victimes dans cette affaire. Il n'a cessé de dire, je l'ai rappelé dans le récit, maître Rajon, je vais parler, mais plus tard, on verra ça, plus tard. Comment vous avez, vécu cette espèce de remise chaque fois à plus tard, une éventuelle confession ? C'était pas vraiment une surprise pour nous. C'est vrai qu'il a eu cette attitude durant les plus de 15 jours d'audience devant la cour d'assises de l'Isère, qui consistait à dire qu'il allait s'exprimer plus tard et qu'il allait s'exprimer de manière
exhaustive plus tard, mais en réalité, c'était son attitude et c'était sa posture durant les 4 années d'instruction. 4 années au cours desquelles il a été interrogé à de nombreuses reprises par les juges d'instruction et 4 années au cours desquelles il a tenu cette ligne-là. Donc cette stratégie de défense chez Nordahl-Lelandais, moi je l'avais anticipé bien avant les assises et ça n'a pas constitué une véritable surprise. Et j'étais pas vraiment surpris et mes clients non plus. On avait échangé avec eux avant l'audience. Pour moi, l'enjeu de ces assises consistait à confronter Nordahl-Lelandais, ses déclarations durant l'instruction, ses déclarations dans le box de l'accusé durant les assises aux éléments du dossier. En d'autres termes, on avait un Nordahl-Lelandais qui, effectivement, et ça a été dit par beaucoup de vos confrères, ne lâchait rien, je dirais ne lâchait rien entre guillemets, tenait sa version, mais une version qui s'est effilochée, qui s'est même effondrée au fil de la confrontation de ses déclarations avec les éléments objectifs du dossier. Oui, bien sûr. Mais il y a un point important, c'est que Nordahl-Lelandais a été reconnu coupable du meurtre et de l'enlèvement de la petite Maëlys, c'est vrai. Il a d'ailleurs été condamné à la peine maximum encourue au titre de cette qualification pénale. Mais le vrai sujet, c'était la question de l'hypothèse du viol de la petite Maëlys. Bien sûr. Et si on a ce sentiment d'inachevé s'agissant des déclarations de Nordahl-Lelandais, c'est justement sur ce sujet-là. Complètement, maître, je vous rejoins là-dessus. Et on va en parler justement de cette espèce de rejet d'un viol éventuel ou d'une agression sexuelle. Mais on va en parler un petit peu plus tard dans cette émission. Encore une question, maître Rajon. On a le sentiment comme ça que il ne dit pas grand-chose, le Landais. Il s'enferme dans une espèce de forteresse comme ça. Est-ce qu'il joue de façon un peu sadique avec les enquêteurs, avec les magistrats, avec les avocats, peut-être même avec la famille? Ou bien est-ce qu'il veut sauver sa peau, tout simplement? Non, moi, il m'a donné l'impression d'être un stratège, d'être quelqu'un qui a compris les tenants et aboutissants d'un procès d'assises, d'être quelqu'un qui avait conscience du risque pénal à avouer des faits de viol, et donc quelqu'un qui a pris de multiples précautions pendant les faits, après les faits, mais également dans le cadre de sa mise en cause, dans le cadre de l'instruction, et également, in fine, durant les 3 semaines d'assises. En d'autres termes, quelqu'un qui essayait au maximum de garder le contrôle et de jouer sa partition et sa stratégie. Alors Nordahl, le stratège, effectivement, Anne Le Hénaff, vous nous l'avez dit, aux 2 procès, celui du caporal Arthur Noyer et celui de la petite Maëlys. Est-ce que effectivement vous avez senti vous aussi ça, cette espèce de stratège? Il y a déjà cette phrase essaie de botter en touche. Cette phrase dont vous avez parlé, c'est « je parlerai quand je voudrais ». Et ça, c'est quand même assez plus curieux. Tard, il dit plus tard, mais je parlerai. Il dit toujours « je finirai par m'expliquer, mais c'est moi qui déciderai du moment ». Ce qui est déjà une forme, moi il m'a semblé, de « c'est moi qui contrôle, c'est mon procès, c'est moi qui déciderai ». Au final, il n'a jamais dit ce que les 2 cours d'assises espéraient, c'est-à-dire pourquoi il a fait ces 2 gestes atroces. Mais il a tenu un peu en haleine les gens en disant « je vais parler et c'est moi qui déciderai quand ». Maître Rajon, vous êtes d'accord avec ça? Il veut être l'arbitre finalement de son propre procès chaque fois? Il va faire en sorte que entre la vérité judiciaire et la réalité de ce qui s'est passé, la réalité des sévices subis par la petite Maëlys, il y a une différence. Effectivement, on a une vérité judiciaire. On sait qu'effectivement Nordahl-Lelandais a été reconnu coupable définitivement, puisqu'il n'a pas relevé appel, de l'enlèvement et du meurtre de la petite Maëlys des Rougeau. Effectivement, ça c'est entériné et il y a plus de débat. Maintenant, on peut toujours se poser la question de savoir ce qui s'est réellement passé. Et donc, il a fallu en fait durant tout le procès d'assises, mais je dirais même durant les investigations et durant l'instruction, faire sans Nordahl-Lelandais. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu un travail extrêmement poussé de la part des enquêteurs, parce que eux, très vite, comme moi ou d'autres acteurs du dossier, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait pas compter sur Nordahl-Lelandais, qu'il fallait pas compter sur un moment au cours duquel il allait faillir, et qu'il fallait travailler la procédure, qu'il fallait travailler les investigations, la téléphonie et d'autres moyens d'investigation pour parvenir à un bout de vérité. Il fallait effectivement contourner en quelque sorte Nordahl-Lelandais, cette espèce de forteresse qui ne parle pas. Les assises lors des procès Maëlys et Arthur Noyer n'ont pas permis de savoir ce qui s'était vraiment passé. Avant les magistrats de la cour, les enquêteurs s'étaient eux aussi heurtés à un insondable suspect.
5 février 2018, Nordal-Lelandais reconnaît enfin son implication dans la disparition du caporal Arthur Noyer. Mis en examen dans cette affaire, l'ancien maître chien avait toujours nié toute implication. Confronté à une expertise téléphonique, il se retrouve acculé. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il admet avoir pris le caporal Noyer à bord de sa voiture à l'issue d'une soirée en boîte de nuit au centre de Chambéry. Jusque-là, il avait tenu bon, insondable, imperméable aux questions, comme s'il s'était fabriqué sa propre carapace, analyse alors un enquêteur. Attitude strictement identique dans le dossier Maëlys, malgré les doutes qui s'accumulent autour de lui, les témoignages défavorables qui s'additionnent. Le Landais tient bon jusqu'à ce que les experts de la gendarmerie détectent une infime trace de sang dans le coffre méticuleusement nettoyé de son Audi A3 grise, le véhicule qui a servi à transporter successivement ces deux victimes, le militaire et la petite fille. Dans les deux dossiers, Noyer, Maëlys, les explications du suspect pourraient presque se superposer tant elles semblent calquées l'une sur l'autre. Pour le caporal Noyer, le Landais évoque une dispute à propos d'un téléphone portable et un coup de colère. Il s'est défendu, il n'a pas voulu tuer. Il n'a pas voulu non plus donner la mort à Maëlys, il affirme l'avoir frappé trop fort du revers de la main parce que celle-ci pleurait. Malgré des aveux en demi-teinte, contraints et forcés par les preuves et les indices qu'on lui présente, Nordal-Lelandais va continuer à ne distiller ses confidences qu'au compte-gouttes, continuant à nier les évidences et dissimulant le plus de détails possible. Lundi 24 septembre 2018, soit 13 mois après la disparition de Maëlys, les parents de la petite fille espèrent sans trop y croire que la reconstitution de l'enlèvement et du meurtre vont donner les clés de la tragédie. Jusque-là, ils n'ont pas cru une seconde aux explications données par le Landais au juge d'instruction, à savoir l'explication d'une mort accidentelle, un coup fatal. On connaît notre fille, on sait qu'elle ne serait jamais montée dans la voiture elle-même. Pour moi, il l'a forcée, il lui a fait peur, il l'a menacée. Pour moi, il est venu au mariage en voulant faire du mal, assure Jennifer Clayer-Marel, la maman de Maëlys. Des parents persuadé que Nordal-Lelandais a jeté son dévolu sur la petite fille dans un but sexuel, l'ancien maître chien assure lui qu'il ne voulait pas abuser de Maëlys, mais ne dit pas pourquoi il l'a embarqué. Le corps trop dégradé de la petite victime, réduit à l'état de squelette, ne permettra pas de découvrir une preuve irréfutable d'un viol ou d'une agression sexuelle. Un enquêteur qui a approché Nordal-Lelandais le présente comme un spécialiste de l'esquive, soucieux de son image, toujours enclin à détourner vers d'autres le poids de ses propres responsabilités. Avant le procès Maëlys, il s'était ainsi mis en scène pour gommer sa sombre réputation. Dans une lettre de prison, adressée à une amie et révélée par Paris Match, le Landais écrit ces mots : « J'étais si bien avant, mais l'alcool et la drogue m'ont mené ici. Je comprends toujours pas ce qui s'est passé dans ma tête. Je suis si calme et généreux. » Le détenu de la prison Saint-Quentin-Fallavier ajoute : « Je suis comme un vase cassé, j'essaie de recoller les morceaux, mais il y a toujours des fissures qu'on verra pour toujours. » Autant de paroles et de déclarations qui, évidemment, n'ont fait que renforcer le sentiment de dégoût et le désespoir des parents de la petite Maëlys. Eux ne voient en le Landais qu'un manipulateur. Sa force, c'est tout d'abord le silence. Maître Fabien Rajon, auteur du livre « Aux côtés des victimes » qui sort aux éditions de l'Archipel, et vous avez été dans cette affaire l'avocat de la famille de Maëlys. Je l'ai un petit peu dit, je l'ai amorcé, mais vous avez suivi ça de très près. Il faut qu'il soit au pied du mur, le Landais, pour parler. On a l'impression que c'est comme les grands truands. Tant qu'on leur met pas une preuve sous le nez, ils ne bougent pas. Ouais, je reviens un petit peu à ce que je vous ai dit tout à l'heure, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre. Je parle notamment de ces interrogatoires, c'est-à-dire ces moments où Nordal-Lelandais va être confronté au juge d'instruction. Les juges d'instruction ont de nombreux éléments d'ailleurs qu'on avait très vite au dossier. Ça, c'est peut-être un point qui n'a pas été trop dit. Beaucoup d'interlocuteurs me disent que l'affaire Maëlys, l'affaire Lelandais, elle bascule quand on découvre la trace de sang brunâtre dans le coffre de l'Audi de Nordal-Lelandais. Nous, en fait, on avait la conviction qu'il était responsable de l'enlèvement de Maëlys aux alentours du 15 septembre 2017, donc très vite, dans les premiers temps des investigations. Donc Nordal-Lelandais qui parle lorsqu'il est acculé. Oui et non, je vous dirais, parce qu'en réalité, Nordal-Lelandais n'a fait que prendre acte des progrès de l'enquête. Et effectivement, quand on va lui présenter ces progrès d'enquête, il va le reconnaître, il va prendre acte, mais est-ce que ça va déclencher une parole chez lui ? Je dirais pas forcément. Donc,
il a fallu faire sans lui. Donc, il a fallu faire sans lui, bosser des investigations sans lui. Ça, vous le dites très bien. Il avoue finalement toujours à minima. Il avoue à minima en ayant conscience du coup d'après, en ayant conscience que quand un enquêteur ou un juge d'instruction lui soumet des éléments compromettants qui terminent de l'accabler, l'enquêteur ou le gendarme, le juge d'instruction attend des aveux sur autre chose. C'est un moyen de déstabiliser un mis en examen, de produire une tache brunâtre de sang ou un extrait de caméra de vidéosurveillance. C'est censé vous chambouler, vous ébranler. Et ça permet effectivement à celui qui vous interroge d'aller chercher des aveux un peu plus complets. Et ça, avec Nordahl-Lelandais, ça ne fonctionne absolument pas. Ça bouge pas. Donc l'affaire Lelandais, c'est une affaire de très belles, vous l'avez dit d'ailleurs, Jean-Alphonse, de très belles investigations au niveau gendarmerie, au niveau IRCGN, ils ont fait un très bon boulot et très rapide. Qui ont fait effectivement un très bon travail, mais c'était pas un dossier d'aveu. On n'a pas eu d'aveu de Nordahl-Lelandais. Lui a présenté ce qu'il a pu dire comme des aveux, mais c'était simplement des prises d'actes, des avancées, des investigations, ni plus ni moins. Alors encore un petit mot, Maître Rajon. Les parents, évidemment, de la petite Maëlys, eux, ils l'ont démasqué, ils ne sont pas dupes de ce jeu, mais ils ne sont que des parents, ils sont des parents fragiles. Il y a toujours eu chez eux tout de même cet espoir d'une confession, y compris jusqu'à l'audience, jusqu'au dernier jour. Non. Ils avaient des... je pense pas. Ah oui. Très franchement, je pense pas. En tout cas, plus on avançait vers le procès, sur la préparation active du procès, et pour nous, la préparation active du procès, c'était décembre-janvier. Les 2 mois avant le début des assises, plus on était prudent sur d'éventuels aveux, parce qu'encore une fois, Nordahl-Lelandais, on l'avait pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué à plusieurs reprises, et je l'ai eu en face de moi à plusieurs reprises, et je voyais bien que ça n'avançait pas de son côté. En revanche, nous, notre mission et notre objectif, c'était de se dire, ok, on a un Nordahl-Lelandais qui ne parle pas ou qui déploie sa version, mais sa version, elle va pas tenir 5 minutes devant la cour d'assises, et c'est ce qui s'est passé. Mais on a le sentiment, il y a une vraie souffrance quand même, face au silence. Si on avait eu un Nordahl-Lelandais qui était dans un vrai repentir, parce que le problème c'est qu'on a eu effectivement des silences, des aveux très parcellaires, et en parallèle une posture qui consistait à dire avec beaucoup de sincérité, je veux vous présenter mes excuses. Il peut pas y avoir de sincérité quand il n'y a pas d'aveu complet. Il peut pas y avoir de sincérité dans les excuses et dans le repentir si effectivement il n'y a pas une vraie coopération avec l'institution judiciaire. Et c'est effectivement ce hiatus-là qui a posé un vrai problème. Et non seulement on avait un Nordahl-Lelandais qui n'était pas crédible, mais qui surtout n'était pas décent dans sa posture, parce qu'il en faisait effectivement beaucoup sur ses excuses, mais ses excuses, elles valaient pas grand-chose. Parce qu'effectivement, il avait eu à de multiples reprises l'occasion de coopérer avec nous et avec l'institution judiciaire. Et ces occasions-là, il les a manquées, il les a ratées, mais bien volontairement, sciemment. Et on ne peut pas être sincère quand effectivement on choisit ses aveux. Anne Le Hénaff, vous étiez à ces procès, Noyer, et puis ensuite Maëlys, où vous avez vu pendant de longues journées Nordahl-Lelandais, il se cherche toujours des excuses. C'est jamais de sa faute. Tout ce qui lui arrive, c'est de la faute de son maître de stage qui l'a viré en 3e parce qu'il avait volé un autoradio, de l'alcool, de la drogue. Et ça atteint des points qui sont assez sidérants. Au procès de Maëlys, il y a une de ses ex qui a été entendue, qui l'a cherché à joindre le soir du mariage et qui lui a dit qu'elle voulait pas le voir ou qu'il lui a pas répondu. Enfin, il lui proposait de coucher avec elle. Oui, il voulait avoir des relations sexuelles avec lui et avec elle, pardon. Et il lui a dit, mais je t'ai envoyé un message. Si tu m'avais répondu, ça aurait tout changé. Et sur l'interrogation de la présidente, il a rajouté « La petite serait encore là aujourd'hui ». Donc c'est en fait aussi de la faute de ses ex, et ça s'est passé, la même scène, quasiment la même, au procès du meurtre d'Arthur Noyer aussi, une ex qu'il a cherché à joindre, qui n'a pas répondu. Et ben, si elle avait répondu, ça aurait été différent. Et c'est presque aussi, c'est allé jusqu'à, il laissait entendre que c'était un peu de la faute d'Arthur Noyer et un peu de la faute de Maëlys qui a pleuré dans la voiture et ça l'a énervé. C'est jamais lui, c'est jamais de sa faute. C'est jamais lui, il se coupe un petit peu en deux, mais il est pas du tout crédible dans ces cas-là. Alors, moi, c'est ce que disait Maître Rajon, c'est qu'on peut pas être aussi double que ça. Et c'est vrai que ça dire que c'est de la faute de Maëlys parce qu'elle a pleuré et que ça l'a énervé, qu'il s'est mis à la frapper, c'est sidérant. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il était un petit peu sur le point de se fissurer lors du procès Arthur Noyer. Est-ce que pour Maëlys, vous avez senti aussi un instant de bascule ou d'hésitation ou pas du tout ? J'ai pas du tout ressenti ça. Après, on n'est peut-être pas bien placé et on voit pas tout.
Et je pense que c'est aussi quelqu'un qui sait profondément et très bien masquer ses sentiments et ses éventuelles réactions. Il est extrêmement dans le contrôle, en tout cas c'est l'impression qu'il m'a donnée. Maître Rajan, juste un mot. Pourquoi selon vous, je sais que vous n'êtes pas psychiatre, mais pourquoi ce vertige devant l'aveu pour le Landais ? Parce que je pense qu'il a vite compris la différence entre une qualification de meurtre, enlèvement, séquestration, et une qualification qui viendrait se rajouter de viol. Et puis, je dirais que avouer, c'est être face à ses actes, c'est revivre ce qu'il a vécu. Bien sûr. Cette question-là, d'ailleurs, on se l'est pas trop posée. On a eu beaucoup d'experts, psychologues, psychiatres qui sont venus défiler à la barre. Je vous dirais qu'on se l'est pas trop posé cette question. Eh bien, je vous propose dans la suite, parce qu'on va effectivement voir avec les psychiatres qui vont longuement se pencher sur le cas du meurtrier du caporal Noyer et de la petite Maëlys. Derrière un même visage, deux personnages qui s'affrontent et se réconfortent. Placé en détention après la disparition de la petite Maëlys le 31 août 2017, Nordal-Lelandais va être examiné par une dizaine d'experts psychiatres et psychologues. Difficile pour ces spécialistes de s'entendre sur ce cas difficile. Le psychiatre Patrick Blacher affirme que l'intéressé présente un trouble grave de la personnalité. Il serait antisocial, borderline et narcissique. Son collègue François Danet, à la tête d'un autre collège, n'a décelé lui aucune pathologie mentale chez l'accusé, si ce n'est un état dépressif. François Danet détaille une personnalité de type pervers, un manipulateur. Le Landais est ainsi capable, s'il le faut, d'afficher un profil sympathique et bienveillant, celui que ses amis appellent Nono la chance, et d'un autre côté de se couper de toute émotion jusqu'à commettre l'irréparable. Les psys divergent, mais se rejoignent sur un point, la tendance au mensonge de Le Landais. Il est dans la dissimulation, déclare Hélène Dubost, psychologue. Il y a la face extérieure, le Nordal-Lelandais que l'on voit et celui qui manipule, joue et se déjoue. Il attend que les enquêteurs apportent des preuves. C'est peut-être une forme de jouissance. Les spécialistes ne sont pas seuls à décrire la personnalité d'ombre et de lumière de Nordal-Lelandais. Ceux qui le connaissent, hommes et femmes, entendus lors de l'enquête complète ce portrait mouvant. David, 36 ans, gérant de société, l'un de ses meilleurs amis, décrit ainsi un personnage caractériel, impulsif, qui pouvait péter les plombs pour pas grand-chose. Un homme qui venait chez lui et insistait souvent pour garder sa petite fille de 3 ans. Il indique qu'il ne lui aurait pas confié son enfant tant il le trouvait instable. Après le procès Maëlys, le procureur général Jacques Dallest convient que le mystère Lelandais, un psychopathe menteur, serviable mais impulsif, ce mystère, dit le magistrat, demeurera jusqu'à la fin. Et on a en ligne justement dans l'heure du crime Jacques Dallest. Bonjour Jacques Dallest. Bonjour. Vous étiez donc, je viens de le dire, procureur général au procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de Maëlys. Vous venez tout juste de prendre votre retraite après de nombreuses années passées dans la magistrature, une très longue carrière. Pourquoi vous dites ça, monsieur Dallest ? Vous dites, on ne saura jamais, Lelandais, il demeurera un mystère jusqu'à la fin. Pourquoi vous dites ça ? Parce que malheureusement, il a gardé avec lui un certain nombre d'informations sur les circonstances exactes de l'acte qui lui a été reproché, pour lequel il a été condamné. Et c'est ce qui arrive quelquefois, malheureusement, dans des procès criminels où l'accusé se refuse à dire précisément ce qui s'est passé. Il garde son petit bagage, si je puis dire, avec lui. Alors, Maître Rajan nous disait qu'effectivement, il avait peut-être peur d'une sanction très lourde et qu'il calculait finalement tous ces mots pour éviter que la justice soit très sévère, ce qui a d'ailleurs été le cas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez est-ce qu'il y a une forme de jouissance finalement dans ce jeu qu'il pratique avec les magistrats, avec les avocats, avec la famille ? C'est un personnage très particulier. Comme tout psychopathe, il y a une forme de perversion dans le rapport à l'autre, de volonté de domination. Alors jouissance, difficile à dire. En tout cas, il a sans doute fait son calcul, effectivement, sur la peine encourue, qu'il pouvait encourir s'il disait tout sur l'affaire, et sans doute la volonté peut-être de ne pas révéler... parce que c'était peut-être trop dur pour lui, exactement ce qui s'était passé. Bien sûr. Alors, manipulateur, menteur, on est d'accord, mais j'ai pas entendu le mot lâche, la lâcheté. Pourtant, elle est dénoncée par les parents des victimes. Est-ce que c'est un lâche, finalement, Lelandais ?
Vous savez, quand on s'en prend à des enfants, et il ne faut pas oublier qu'ils s'en étaient pris également à ses 2 petites cousines, des enfants jeunes, des enfants en bas âge, c'est une forme de lâcheté. Et d'ailleurs, la pédophilie, c'est une forme de lâcheté, tout simplement. Donc, peur d'avoir affaire aux familles, peur de la société, peur de ses juges. Voilà, c'est sans doute aussi dans son trait de caractère. Maître Rajon, vous êtes en ligne lors du crime. Vous étiez l'avocat de la famille de Maëlys. Vous êtes d'accord avec les propos du procureur général d'Alest, à savoir que finalement, on ne saura jamais qui est vraiment le Landais ? Oui, je partage effectivement ce point de vue. J'ajoute un point, c'est que les différents témoignages des experts qui ont défilé à la barre nous ont néanmoins permis de cerner la dangerosité de Nordal-Lelandais. Sa dangerosité pathologique et le fait qu'effectivement un Nordal-Lelandais confronté à la société, c'était un Nordal-Lelandais qui avait des aptitudes sociales, une capacité à entrer en relation avec autrui, notamment avec les plus jeunes, une capacité à inspirer confiance, mêlée d'une particulière perversion, et ça faisait effectivement un cocktail explosif. Qui fait que on a eu une peine en corrélation avec les réquisitions de Monsieur l'avocat général. Tout à fait. Anne Le Hénaff, journaliste à RTL, et vous étiez à ces procès. En 2 mots, comment est-ce qu'il réagit, le Landais, quand il entend ses psys qui le décrivent comme un psychopathe ? Moi, j'ai le souvenir de quelqu'un de très fermé, qui n'écoute quasiment pas ce qui se dit, comme si ça l'intéressait pas. Ça glisse sur lui comme sur les plumes d'un canard ? Je l'ai pas vu réagir et se dire « Ah oui, bon sang, mais c'est bien sûr », ou ni l'écouter. Mystère donc autour de Le Landais. Hormis les meurtres d'Arthur Noyer et de Maëlys, aucun autre crime n'est à imputer à l'intéressé, même si des questions vont continuer à se poser. Dès le premier procès, celui du meurtre d'Arthur Noyer devant la cour d'assises de Chambéry, l'avocat de Nordal-Lelandais, maître Alain Jakubowicz, s'était attaché à briser la sale réputation de son client, celle d'un prédateur dissimulant ses forfaits, capable de s'attaquer à des hommes comme à des femmes ou à des enfants. Le fantasme d'un tueur en série ne repose rigoureusement sur rien, martelait l'avocat, qui exhortait alors les jurés à se défaire de la pollution du mythe d'un criminel au long cours. Reste que les enquêteurs et les juges d'instruction ont longtemps soupçonné Nordal-Lelandais, adepte du secret et du silence, d'avoir commis d'autres crimes. Pendant 3 ans, la cellule Ariane, aujourd'hui déconnectée, a travaillé sur pas moins de 670 cas de disparition non élucidés dans lesquels Lelandais aurait pu être impliqué. Sans résultat, malgré l'absence d'indices et de preuves, le nom de Lelandais ne va cesser d'apparaître en filigrane de certaines disparitions, celles notamment de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, lors d'un festival de musique électronique en Savoie, celle encore des dénommés Éric Forêt, Nelly Balmain ou Lucie Roux. Un jour, ils diront que je suis à l'origine de la disparition des dinosaures, écrivait Nordal-Lelandais dans l'une de ses lettres de prison. Et on retrouve dans cette heure du crime l'un de nos invités, c'est Jacques Dallest, vous étiez procureur général au procès de Nordal-Lelandais pour le meurtre de Maëlys. Vous êtes aujourd'hui magistrat honoraire. Alors je sais que je sais déjà ce que vous allez me répondre, mais je veux quand même vous poser la question parce que je sais que les magistrats ils s'appuient sur des faits, sur du solide et du concret, et pas sur des conclusions un petit peu fantaisistes peut-être. Mais est-ce que d'après vous, on sait aujourd'hui que Nordal-Lelandais formellement n'a pas fait d'autres victimes ? Non, on ne peut pas l'établir. Les enquêtes sont toujours en cours concernant les disparitions que vous avez évoquées, et c'est une bonne chose. À ce jour, on ne peut pas lui imputer d'autres crimes, et ce sera donc à ces enquêtes de déterminer s'il peut être mis en cause, ou lui, ou une autre personne. Donc effectivement, il nous faut en rester aux faits aujourd'hui tels que nous les connaissons. Parce que finalement, on l'a vu, on a commencé à en parler dans cette heure du crime, il avoue quand véritablement il y a un faisceau comme ça d'indices, de présomptions qui sont suffisamment accablants. Mais avant, c'est le silence le plus complet. C'est sa stratégie de défense et il a bien compris que pour pouvoir le confondre, il fallait des éléments tangibles. Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le meurtre de la petite Maëlys, comme celui du caporal Noyer, aurait pu rester des cold cases. Et d'ailleurs, il a tout fait pour qu'on ne puisse pas retrouver les corps. Alors après, il a collaboré, ce qui était une bonne chose, mais c'est quelqu'un qui effectivement ne s'exprimera, ne révélera les choses que si on lui met
devant le nez d'une accusation qu'il ne puisse pas contester. Ouais, alors voilà ce que nous dit Jacques Dallès, c'est-à-dire que peut-être on n'en a pas fini avec le Landais, qui sait si d'autres disparitions pourraient être élucidées et le pointer du doigt. Maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Maëlys, qu'est-ce que vous pensez, vous, de Maëlys, de Le Landais? Est-ce qu'il a pu commettre d'autres crimes qui aujourd'hui seraient inconnus? Je vous dirais que moi j'ai veillé à toujours être très prudent sur ce sujet-là. En tout cas, avant le procès, je voulais pas partir à la faute en m'avançant sur un Nordal Lelandais tueur en série. Pour autant, on a quand même des éléments objectifs. On a d'une part le meurtre de Maëlys Desarrougeot, d'autre part le meurtre d'Arthur Noyer, pour lesquels il n'a pas relevé appel. C'est une certitude judiciaire. Premier point. Deuxième point, s'agissant de Maëlys comme d'Arthur Noyer, il ne connaissait pas ses victimes auparavant. Et ça, effectivement, ça fait partie des éléments, comme d'autres éléments, notamment le fait qu'il n'avait rien laissé au hasard, tant s'agissant de la mort d'Arthur Noyer que de la mort de Maëlys Desarrougeot. Il avait pris de multiples précautions. Je dis pas que Nordal Lelandais, objectivement, est un tueur en série. Ça, pour le dire, il nous faudrait des décisions pénales définitives entérinant cette option-là, cette hypothèse-là. Mais je dis que l'hypothèse Nordal Lelandais, tueur en série, c'est une hypothèse qui est effectivement probable, au regard des éléments qu'on a pu recueillir, des éléments objectifs qu'on a pu recueillir des dossiers Maëlys et Arthur Noyer. Alors c'est intéressant ce que dit Maître Rajon, Anne Le Hénaff, parce qu'il parle de personnes qu'il ne connaissait pas. Ce sont des rencontres, enfin en tout cas peut-être la famille dit que c'était prémédité pour Maëlys, mais et ce sont deux meurtres qui ont été perpétrés dans un temps très rapproché finalement. À quelques mois d'écart, et la façon de faire est assez similaire aussi. Ça se passe toujours. Les deux victimes sont des personnes vulnérables. Arthur Noyer, on le voit sur les vidéosurveillances, il est ivre-mort dans les rues de Chambéry, il a tout à fait le droit d'être, mais il n'est pas en état de se battre, il n'est pas du tout en état d'agresser de se défendre, d'agresser, ce qui est la version de Nordal Lelandais, que c'est une bagarre. Maëlys, c'est une petite fille de 7 ans qui est extrêmement vulnérable aussi, on a vu les images d'elle, elle est toute frêle, toute petite. Et c'est ces deux personnes-là qui se retrouvent dans sa voiture, au milieu de la nuit, et puis là, à ce moment-là, plus personne ne sait ce qui se passe dans ce huis clos de la voiture, et Nordal Lelandais ne reconnaît que quand on l'y oblige, et en fait il n'y a aucune trace de ce qui s'est passé dans les deux voitures, donc on est obligé de croire sa version à lui. Jacques Dallès, vous étiez procureur général au procès Lelandais pour le meurtre de Maëlys. Parfois, à propos des tueurs, on dit qu'ils partent à la chasse, donc c'est ce qui se dit pour Fourniret notamment. Est-ce que vous avez ce sentiment avec Lelandais, quelqu'un qui part à la chasse un soir avec sa voiture? Alors c'était le cas pour le caporal, il était effectivement en chasse. C'est moins le cas pour Maëlys, puisqu'il était invité un peu de dernière minute au mariage, mais je crois que c'est quelqu'un qui profite des opportunités qu'il rencontre et effectivement qui s'en prend à des personnes en état de vulnérabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer à travailler sur cette piste comme sur toutes les autres pour les disparus, donc qui restent dans notre mémoire aujourd'hui. Nordal Lelandais, condamné à la perpétuité pour Maëlys, est en détention pour de très longues années, criminel atypique. Il est aussi vite apparu comme un détenu pas vraiment comme les autres. Le 2 juin 2022, Nordal Lelandais a quitté la prison de Saint-Quentin-Falavier, établissement où il était écroué depuis 5 ans, date de son arrestation dans l'affaire Maëlys. Ce transfert provisoire vers la maison d'arrêt d'Aix-Luynes a provoqué le soulagement du personnel. Ces dernières années, Lelandais s'était illustré par des relations sexuelles au parloir ainsi que par la détention de téléphones portables, lui permettant de consulter des sites pornographique. Interrogé sur une recherche vidéo mentionnant le mot « ado », il avait réfuté tout visionnage de sites pédopornographiques, malgré l'enlèvement de Maëlys et les agressions sexuelles sur ses petites cousines. Il ne cessera de marteler qu'il n'est pas un pédophile. Après 5 années agitées en détention, expression d'un responsable pénitentiaire, Nordal Lelandais attend une affectation dans une centrale accueillant des longues peines. Il ne sera libérable qu'en 2044. Il sera alors âgé de 61 ans.
Et on a en ligne dans cette heure du crime maître Fabien Rajon, avocat de la famille de Maëlys, auteur du livre, je le répète, Aux côtés des victimes, qui paraît aux éditions de l'Archipel, livre qu'il faut lire évidemment parce qu'il donne une bonne idée du travail des avocats auprès des familles et puis du soin qui peut être apporté à ces hommes et ces femmes qui sont en plein désarroi. Maître Fabien Rajon, il y a toujours ce point avec le Landais. Il ne veut pas reconnaître qu'il a visité des sites pornographiques, et notamment avec de très jeunes personnes. Ça, le côté pédophile, ça lui fait peur, on a l'impression. Oui, parce qu'encore une fois, c'est à mettre en corrélation avec ce qui s'est joué la nuit de la disparition de la petite Maëlys. Un nordal-hollandais qui reconnaît explicitement la pédophilie. Alors, in fine, on est arrivé à lui faire reconnaître des penchants pédophiles, mais quand on se pose la question de la matérialité des faits subis par Maëlys de Araujo dans la nuit du 26 au 27 août 2017, évidemment, si on met ça en corrélation avec sa personnalité et avec ses consultations de sites pédopornographiques, y compris d'ailleurs durant sa détention provisoire et à quelques semaines de son procès, je rappelle que ça a été aussi un des moments forts de ces assises. J'avais pu révéler le fait que à Saint-Quentin-Falavier, quelques semaines avant l'ouverture du procès d'assises, Nordal-Lelandais effectuait des recherches de sites internet avec des mots-clés pour le moins explicites en matière de pédophilie. Ça, c'est un des points que j'évoque d'ailleurs dans mon livre, cette découverte-là, qui l'a mis un petit peu mal à l'aise. Mais effectivement, quand vous mettez en corrélation, en miroir, les faits, l'horreur des faits de la disparition et du meurtre de Maëlys de Araujo et la personnalité de Nordal-Hollandais et ses penchants pédophiles, eh ben vous avez une équation, et cette équation, elle se solde par le viol, par l'hypothèse du viol de la petite Maëlys. Hypothèse qu'il a toujours effectivement refusé d'évoquer d'une manière détaillée, mais qui fondait notre conviction. Hein. Bien évidemment, nous on a été très très respectueux de la présomption d'innocence, mais dès le départ, on avait une conviction. C'était pas simplement un ressenti subjectif, on avait des éléments objectifs du dossier qui caractérisaient une personnalité perverse avec des penchants ouvertement pédophiles et une dangerosité toute particulière. Jacques Dallest, vous étiez procureur général au procès de Maëlys, et c'est vous qui avez requis contre Nordal-Lelandais. On écoute ce que dit maître Rajon, et c'est tout à fait frappant parce qu'on a l'impression que finalement cette perversité chez Lelandais, elle est incurable. Jusqu'en prison, pendant son procès, il continue à visiter des sites pour le moins interdits. C'est tout le problème des personnes qui ont des addictions fortes. Lui, son addiction principale, c'était la sexualité active, un peu d'ailleurs sous toutes ses formes, et une espèce de compulsion à la pornographie qui ne se guérit pas en 5 minutes. Effectivement. Et vous le savez, en prison, on peut accéder à des choses interdites. Il y a des téléphones qui circulent en détention. Et ça va être quelque chose de fort que les psychiatres, les psychologues pénitentiaires devront appréhender, et qu'il ait aussi, lui, la lucidité d'admettre cette addiction problématique. Bien sûr. Alors, il est en prison, il dit suivre une thérapie, Anne Le Hénaff. Il s'intéresse au bouddhisme, etc. Il promet qu'il se soigne, tout en déplorant en tout cas, c'est ce qu'il avait dit au procès, que les temps de soins étaient trop restreints pour lui. Mais il a dit qu'il allait se soigner et qu'il allait poursuivre le travail qu'il avait déjà enclenché. Alors, peut-on croire ou pas, je ne m'y risquerai pas. C'est toujours le problème. Et puis il est devenu bouddhiste, il a découvert le dharma, qui l'aide, dit-il, à avancer. On en restera là, il y aura pas de commentaires là-dessus. Sur le bouddhisme, non. Jacques Dallest, et puis je poserai ensuite la même question à maître Rajon. Est-ce qu'un jour il dira ce qu'il a au plus profond de lui, finalement, Nordal-Lelandais ? Est-ce qu'il y a cet espoir, peut-être qu'un jour qu'il raconte autre chose, qu'il révèle certaines... J'en doute. Vous en doutez ? J'en doute, je ne crois pas que ça corresponde à sa personnalité profonde. À mon avis, maintenant, il attend simplement son lieu d'affectation pour une très longue durée. Il va sans doute passer à autre chose, et je ne suis pas du tout convaincu qu'il ait envie de revenir sur des affaires, à moins qu'on lui impose une confrontation dans le cadre d'un dossier judiciaire supplémentaire. Oui, je ne crois pas que spontanément il fasse cette démarche. Voilà, un dossier supplémentaire qui pourrait sortir, vous l'avez dit, rien n'est fermé, les enquêtes continuent, et qui sait si on ne croisera pas Lelandais au détour d'un de ces dossiers. Maître Fabien Rajon, les derniers mots sont pour vous, très courts. Je vous repose la même question. Est-ce que vous avez espoir peut-être qu'un jour il dise un peu plus que ce qu'il a dit ?
Non, pas plus que monsieur Dallest. Moi, je partage entièrement ce qu'a pu vous dire monsieur Jacques Dallest. J'ai pas vraiment d'espoir. Qu'est-ce qu'on peut considérer à l'avenir? Deux choses. Il a toujours une procédure en cours s'agissant d'une agression sexuelle pour lequel il est mis en examen sur une de ses cousines. Et puis on a effectivement les dossiers des disparus pour lesquels peut-être un jour, on aura une mise en cause, ce qui n'est pas le cas à ce jour. Eh bien, écoutez, on verra et on suivra ça évidemment avec vous. Merci beaucoup, maître Fabien Rajon, Jacques Dallest et Anne Le Hénaff d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.